Salut Axel. Salut Laurent. Aujourd'hui, j'étais curieux que tu nous parles du conscient et de l'inconscient. Et notamment, ce que je me dis, c'est que la nature fait rien au hasard et elle est assez avare finalement de ce qu'elle fait. Et donc, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a un conscient et on a un inconscient? Alors, ça supposerait déjà de définir les termes, hein, parce qu'évidemment, alors conscient, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein. Ce sont les choses qu'on peut nommer. Voilà, je suis conscient que je te parle, qu'il y a un écran en face de moi, que je m'appelle Axel de Louise, que tu es Laurent, voilà. Mais l'inconscient, déjà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de définitions selon les modèles et les façons de voir ça. Disons, moi, j'ai envie de le séparer en deux segments, hein. Il y a ce qu'on appelle le non-conscient et ce qu'on appelle l'inconscient. Dans les approches psychologiques, on va dire, hein, depuis un siècle, ce qu'on appelle l'inconscient, au sens psychanalytique du terme, c'est tout ce qui est mis en arrière-fond parce que ça dérange, parce que c'est problématique, euh, voilà, encombrant, pour des raisons diverses. Je vais simplifier. Et ce qu'on appelle le non-conscient, souvent, dans les approches psychologiques au sens large, c'est tout ce qui n'est pas utile à la conscience au moment où on est en train de vivre le moment présent. Exemple, ce qui est non conscient pour moi, là, tout de suite, c'est ce que fait ma compagne pendant que je suis en train de te parler. Mais ce n'est pas inconscient dans le sens où ce n'est pas mis de côté parce que c'est encombrant, dérangeant. Voilà, ce qui est non conscient, c'est parfois, là, par exemple, dans le présent, pour moi, ce qui est non conscient, c'est la perception de mon orteil gauche. C'est non conscient. Sauf si maintenant j'en parle, j'en ai conscience, mais c'est non conscient. Mais ce n'est pas inconscient dans le sens où ce n'est pas mis de côté parce que c'est dérangeant. Par contre, si je suis inquiet de cette vidéo, mais que j'ai besoin de ne pas être au contact de cette inquiétude pour pouvoir parler, je vais dire c'est inconscient. J'ai une inquiétude qui est inconsciente et que mon système a mis de côté pour me protéger et me permettre de te parler de façon fluide. Bon, déjà, ça me paraît utile de distinguer les choses comme ça. Là, tu as une première remarque. Écoute, pas spécialement, peut-être approfondir en fait l'intérêt des deux. Voilà. Absolument. Alors, du coup, le non-conscient, ça sert à quoi? Ça sert, moi je dirais, à ne pas saturer son mental. Parce que si, pendant que je te parle, je devais être conscient en même temps de ce que fait mon conjoint, du temps qu'il fait, des dernières informations sociopolitiques actuelles sur lesquelles je me suis en train de m'informer, de l'état de mes orteils, si je devais être conscient de tout ça, me resterait-il de l'espace pour continuer à te parler? Ce n'est pas sûr. Et là, je viens de n'énoncer qu'un centième des choses dont je pourrais être conscient, hein. Quant à l'inconscient, quelle est l'utilité qui est un inconscient? Là, c'est autre chose. Selon les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes depuis un siècle, l'utilité de l'inconscient, alors, là aussi, je vais entrer dans les précisions, parce que dans ces univers-là, dans ces mondes-là, au départ, on a parlé de l'inconscient pour les choses très profondes, enfouies. Euh, Freud parlait du ça, das Es en allemand, tellement c'est un truc bizarre, et on était obligé d'appeler le ça, le réservoir des pulsions secrètes, interdites, pulsions de violence, pulsions sexuelles. Donc, tout ce qui a besoin d'être mis de côté parce que c'est trop fort, trop jugé. Voilà. Au départ, l'inconscient était vraiment vu comme ça, hein, par la psychanalyse.
Elle distinguait le préconscient, l'inconscient et le conscient. Et l'inconscient, c'était ça. C'était toutes ces forces obscures qui risquent de nous dévorer si on les laisse émerger. Bon, et puis au fil du temps, ça s'est diffracté et on s'est aperçu que dans l'inconscient, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, par exemple, le fameux surmoi, comme on dit en psychanalyse, hein, c'est-à-dire des forces dont nous n'avons pas vraiment conscience, mais qui sont là également pour contrôler toutes ces pulsions. Et demandons dans la rue si quelqu'un est conscient de son surmoi, non, en général. Bon. Personne n'est conscient de la manière et des forces qui contrôlent tout ça, qui sont elles aussi inconscientes. Voilà. Donc à quoi ça sert? Je pense que, à mon avis, il y a un point commun avec le non-conscient. Je pense que le fait que ça soit inconscient sert à créer une espèce peut-être d'illusion de repos. D'illusion de repos et d'illusion de lucidité. Mon idée, c'est que le conscient, ce qu'on appelle le conscient, nous permet une forme de tranquillité illusoire euh, à la Huxley, Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, une espèce d'illusion que, qu'on a un certain contrôle sur nous-mêmes et sur le monde environnant. Et c'est quand même tellement pratique d'avoir cette illusion-là, de croire ça, hein, comme dans Le meilleur des mondes, tout le monde est persuadé, comme dans Matrix hein, d'ailleurs, le réveil du héros, tout le monde est persuadé que bah, chacun est à sa place, les vaches sont bien gardées, chacun sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Voilà, tout est sous contrôle, conscient, volontaire. Qu'est-ce que c'est reposant? Qu'est-ce que c'est reposant? Comment tu réagis à ça? Mais ce que ça me fait réagir, c'est toi dans un rôle un peu de cheminant, j'aurais pu imaginer que avancer permettait d'avoir encore plus de repos, encore plus de quiétude. Et c'est tout le contraire. C'est à la fois de la plénitude, mais à la fois peut-être ces notions de pulsion, d'accéder à des pulsions, etc. Ça sera un peu de cet ordre-là finalement, c'est ouvrir des champs, ouvrir des couvercles qui sont naturellement fermés pour avoir ce repos-là, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça que moi je trouve complexe hein, dans le développement personnel hein, et dans la psychothérapie d'une certaine manière, c'est que ça ouvre le couvercle sur un univers bouillonnant et complexe. Euh, de mon point de vue, la lucidité, il est, il n'est pas évident que la lucidité soit connectée systématiquement à la tranquillité. Euh, Je dirais que probablement l'aveuglement psychique peut être lié à la tranquillité. Ça, c'est probable. Par contre, la lucidité, je n'en suis pas complètement sûr, à moins d'être dans un niveau peut-être extrêmement avancé de développement personnel, tel qu'on garde une espèce de paix intérieure en pensant à la guerre en Syrie, en pensant au massacre ici ou là, en pensant et, bon, et si on peut-être avec un niveau très avancé, on peut avoir un regard de compassion et de paix en observant les horreurs autour de nous, en observant les SDF dans la rue et en les croisant sans leur donner à chacun un billet de 50 euros. Peut-être qu'en étant très avancé, on peut marcher en paix en ne s'arrêtant pas auprès de chaque personne assise dans la rue. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Mon idée, c'est que ouvrir le champ de la lucidité, c'est ouvrir aussi le champ avec une certaine souffrance cohérente. Ce qui est quand même aussi cohérent avec un certain aspect du bouddhisme hein, contemporain,
puisque ce qu'on appelle les bodhisattvas dans le bouddhisme, hein, ce sont des individus qui ont renoncé à une espèce d'éveil permanent pour continuer à côtoyer sur la terre les êtres de souffrance et continuer à se sentir concerné par ça. C'est une parenthèse sur le bouddhisme, hein, mais tout ça pour dire que oui, je pense que le conscient est un couvercle de protection important, euh, et que ouvrir cet espace-là, à mon avis, n'est pas anodin, que ce soit sur le monde interne ou sur le monde externe, hein. Tu vois, je fais référence aux deux, hein. Voilà. Comment réagis-tu à ça? En fait, ce qui me parlait, c'est est-ce qu'on n'a pas une forme un peu de blessure originelle, de naissance, d'arrivée au monde, où on subit une impuissance totale. Et tous les Mmh. exemples que tu donnais, ce qui me venait, c'est que finalement, ça ne fait que renvoyer cette impuissance. Et quand je deviens de plus en plus lucide, je me mange, entre guillemets, cette impuissance qui se connecte à une sorte d'impuissance originelle. Enfin, je sais pas si Mmh. ça te parle. Mmh. Bah, et certains comme Janoff, Lowen, beaucoup de psys se sont intéressés au traumatisme de la naissance et selon eux, c'est quelque chose effectivement de radical. Ça, c'est un premier point qui rejoint ce que tu dis, effectivement. Et d'autres également se sont intéressés au traumatisme transgénérationnel, qui font que, pour reprendre tes termes, on se mange non seulement notre propre naissance, mais les traumatismes de nos ancêtres que eux n'ont pas réussi à régler. Hein. Et combien de fois, moi, j'ai croisé dans ma pratique des clients qui étaient habités par des traumatismes qu'ils n'avaient pas vécu, y compris relatifs à la guerre, que eux n'avaient pas vécu, hein, mais que leurs parents ou leurs grands-parents avaient vécu. Donc, effectivement, c'est tous azimuts que la lucidité nous ouvre les bras dans la direction de certaines souffrances non résolues, hein, dans le présent, autour de nous, et dans le passé, à l'intérieur de nous. C'est vrai? Ça me fait penser à cette phrase très simple de heureux les simples d'esprit. Et aller Oui, sur le chemin de la lucidité, ça ouvre beaucoup d'aléas peut-être. oui, oui, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'aller vers le chemin de la lucidité parce que ça suppose une stabilité quand même, hein, pour parler de moi quelques instants, je trouve ça extrêmement difficile d'ouvrir les yeux sur la réalité extérieure en permanence sans être, comment dire, sans se sentir concerné. Moi, tous les jours, je ferme les yeux sur des réalités de façon quasi volontaire, parce que si je ne le faisais pas, que deviendrait mon état psychique? On est à Noël aujourd'hui, le 24 décembre, la fête, les lumières, les cadeaux, la joie officielle, car, mon cher Laurent, nous sommes obligés d'être en joie officielle, hein, aujourd'hui, hein. Ce soir, la joie est officialisée. Et cela dit, si on ouvre nos yeux, nos oreilles, notre conscience sur le monde environnant, quelle est la proportion de personnes qui sont dans la joie ce soir, qui souffrent, qui sont dans la détresse? Je laisse à chacun le soin de faire les statistiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit la majorité. Et pourtant, nous sommes dans une dynamique de joie officielle, hein, ce soir. Donc, que tout le monde se tienne bien au garde à vous derrière la porte de la joie officielle, s'il vous plaît, et de la consommation et de la joie officielle. Donc, très souvent, je ferme les yeux pour entrer dans le moule
qui fait que je demeure un être socialement acceptable. Parce que faire la gueule le 24 décembre au soir en disant putain, il y a encore la guerre en Syrie, c'est chier, ces gens qui sont massacrés, ou je sais pas quoi, je ne suis pas sûr que ce soit bienvenu auprès de mes invités. Qu'en penses-tu? Ben, ce que ça m'évoque, c'est effectivement qu'il y a une pression sur le cheminant, peut-être, ou sur les titres de psychothérapeute, de psychologue, de psychiatre, qui seraient supérieurs aux autres, qui devraient tout absorber, qui devraient avoir un conscient et une présence beaucoup plus forte, j'ai l'impression. C'est peut-être encore un autre sujet, ça. Je pense que la pression, elle est plus sur les spirituels que sur les psys, parce que les psys sont censés accompagner les autres, hein, mais pour moi, je trouve qu'il y a autant, voire plus de pression sur quelqu'un qui s'installe sur un chemin comme la foi, le bouddhisme, des choses comme ça, parce que là, il y a un message spirituel et une direction spirituelle qui est à tenir. Voilà. Euh, alors que pour un psychiatre, c'est un métier, c'est pas une foi. Donc un psychiatre, il travaille 8 heures dans la journée, il rentre chez lui, il n'est plus psychiatre normalement, hein. Il est en week-end, il n'est plus psychiatre. Et voilà. C'est-à-dire il consulte un psychologue, un psychothérapeute, il y a un certain nombre d'heures de travail dans la semaine. C'est un métier. Par contre, quand on quitte le domaine du métier et qu'on entre dans le domaine qui est un cheminement, comme tu dis, un cheminant, alors là, c'est une autre paire de manches parce que c'est pas 8 heures par jour, normalement. On n'est pas censé être, se positionner comme ayant la foi ou bouddhiste 5 heures dans la journée et puis le reste, pas du tout. Non, non, la pression est plus grande, je pense, sur un chemin spirituel. Alors, heureusement qu'il y a des groupes de soutien, heureusement qu'il y a des espèces d'orthodoxies, je mets des guillemets, qui sont censés donner un chemin sur une certaine façon de faire. Mais enfin, psy ou cheminant, effectivement, pour rejoindre ta question, à quoi sert l'inconscient, hein? Moi, je pense que l'inconscient, ce mécanisme de l'inconscient sert à vraiment nous protéger de tout ce qui est difficile à l'intérieur et à l'extérieur, et nous sert à maintenir, peut-être que je répète un peu, mais une espèce d'illusion de stabilité de soi et d'illusion d'une forme de contrôle du monde externe et interne. Voilà. Comment on pourrait conclure ça aujourd'hui autour de ce thème, tu dirais? Ce qui me venait là, c'est est-ce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faudrait, quel que soit là où on en est-ce qu'il Oui, faudrait finalement se préserver un inconscient à t'écouter? Ou est-ce que finalement, ce qui est chahutant et difficile en ouvrant les portes, en ouvrant les boîtes, oui, c'est un oui. état transitionnel, mais qu'au bout d'un moment, quand on est passé, je sais pas, de l'autre côté d'une rive, ou au bout d'un moment, ça s'apaise à nouveau. Mm. Je suis curieux de ça, moi. Oui, c'est une bonne question, bonne remarque. Certains pensent qu'accéder à la compassion peut apaiser. Et il est possible que cela suffise, mais il est possible que cela ne suffise pas et qu'on doive passer par des actions très concrètes, hein. Je pense à Mathieu Ricard qui ne se contente pas de compassion, mais qui agit dans le réel également. Mais je pense que les deux peuvent être des... Allez, je vais être un peu provocateur. Les deux peuvent être d'excellents protecteurs face à la détresse humaine, savoir la compassion et l'action sociale positive peuvent être d'excellents protecteurs contre la détresse humaine incontournable. Ça sera le mot de la fin alors. Mm. Merci Merci Laurent. Axel.